comorbidités dont il faudrait tenir compte pour éviter l'aggravation. Si par exemple c'est un drépanocytaire, vous savez que une leucémie se manifeste par la douleur, une drépanocytose pareil. Donc il a risque de double douleur. Une leucémie c'est de l'anémie, la drépanocytose c'est de l'anémie, donc il a un risque de double anémie. Un enfant drépanocytaire, si vous mettez des corticoïdes, vous risquez d'aggraver ce risque de CVO, alors que dans les leucémies, vous avez besoin de corticoïdes pour traiter. Donc, le fait de connaître ce terrain vous permet de prendre les précautions. Donc, c'est hyper important et c'est différent. Donc, les rubriques ne sont pas les mêmes. Alors, ce bilan, ces examens complémentaires, ces diagnostics d'extension, je l'ai déjà dit. Le diagnostic différentiel, vous l'avez dit, mais il faut encore le systématiser. Lorsque vous citez un diagnostic différentiel, il faut dire quel est le symptôme ou bien le syndrome qui vous permet de l'évoquer. Par exemple, sur le plan paraclinique, il vous arrive d'avoir des enfants qui ont des signes vraiment biologiques alors que la clinique ne suit pas. A priori, lorsque vous avez tous les symptômes, il n'y a pas de diagnostic différentiel parce qu'une leucémie reste une leucémie. Par contre, avant d'arriver au diagnostic de leucémie, devant la douleur, vous pouvez discuter telle chose, devant l'anémie, il faut ajuster, devant, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous discutez le global ou bien vous désagrégez la discussion. Ensuite, les formes cliniques. Bon, là, j'ai sauté, excusez-moi. C'est dans la première forme, les formes cliniques. Donc, si vous choisissez un type, soit du nourrisson ou du petit enfant, vous avez les autres âges. Tout en vous rappelant que les leucémies sont bien possibles à la période néonatale. Donc, vous citez les leucémies néonatales en disant que dans nos pays, elles sont rarement diagnostiquées. Dans les pays développés, on peut avoir la chance de les diagnostiquer, surtout s'il y a des antécédents familiaux. Parce que là-bas, il y a un système de santé qui est bien organisé. Donc, les antécédents sont connus, les maladies génétiques sont connues, etc. Donc, dès qu'il y a un risque dans une famille, parfois même avant la naissance, au cours de la grossesse, on peut faire des diagnostics anténataux ou bien des explorations anténatales. Donc, dans ce cas, on parle des nouveau-nés, nourrissons, petit enfant, grand enfant, adolescent, en donnant les particularités de chaque âge. Les formes cytologiques, c'est essentiellement la LAL, la LAM, avec les différentes classifications. LAL 1, 2, 3 et LAM de la 0A à M7. Alors, vous avez dit forme selon la masse tumorale. Moi, j'avais mis forme selon la masse, ce sont les formes compliquées. Ce sont les formes hyperleucocytaires qui vont être à l'origine de la leucostase. Et ces formes-là, soit vous en faites des formes compliquées, mais ne dites pas forme selon la masse tumorale. Parce qu'ici, la masse tumorale, ce sont les blastes. Et la traduction, c'est l'hyperleucocytose. Et l'hyperleucocytose, vous l'avez bien dit, c'est la leucostase. Et donc, ces formes compliquées, sur le plan hématologique, c'est la leucostase, avec ces différentes localisations, soit au niveau cérébral, avec les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien au niveau pulmonaire, avec les symptômes également dont j'ai parlé. Vous pouvez avoir des complications infectieuses, et là, vous faites pareil, vous donnez les types d'infections en fonction de l'organe. Quand ils ont une leucémie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme infection? Une gingivostématite, une gastroentérite, une pneumonie, une infection urinaire, une méningite, etc. Et quels sont les germes les plus fréquemment rencontrés? Toujours vous systématisez les bactéries, les parasites, les virus, les champignons et vous donnez les plus fréquents. Tout en sachant que quand ils sont immunodéprimés, ils font toutes les infections possibles. Mais c'est surtout les infections bactériennes et virales qui sont les plus redoutables. Les complications métaboliques, vous l'avez très bien dit, c'est essentiellement le syndrome de Leigh tumorale. Et ça, il faut bien le décrire. Le syndrome de Leigh tumorale, vous donnez la définition et il doit faire partie de vos objectifs. Donc, vous le citez dans les objectifs, décrire le syndrome de Leigh tumorale. Vous le définissez, vous expliquez un peu son mécanisme physiopathologique et vous donnez les principales manifestations. Les complications hémorragiques, c'est essentiellement les saignements, tout en sachant que les saignements font partie du syndrome qui vous permet de poser le diagnostic de leucémie. Mais ici, c'est essentiellement la coagulation intravasculaire disséminée que vous allez retrouver surtout dans les LAM, surtout LAM de type 4. Les compressions, vous l'avez dit, correspondent aux leucostases, oui.
Alors, vous avez parlé de forme évolutive, je ne sais pas, j'ai dit dire évolution. Et l'évolution, vous allez surveiller sur la base d'éléments cliniques et paracliniques. Par exemple, un enfant, il est venu en consultation pour douleur osseuse, pour pâleur, etc. Dans l'évolution, vous allez surveiller cette douleur, vous allez surveiller cette pâleur. Et s'il avait des adénopathies également, vous allez surveiller ces adénopathies. Donc, vous surveillez les éléments cliniques et les éléments paracliniques. Et c'est au cours de cette surveillance que vous allez dire comment l'enfant il a évolué. Si les signes se sont amendés ou ont disparu, vous dites l'évolution est favorable et l'enfant il est en rémission. Si par contre l'évolution ne se fait pas vers l'amendement, mais plutôt vers des complications, vous dites l'évolution ne s'est pas faite dans le bon sens. Et là, soit ce sont les complications dont vous avez déjà parlé, ou bien les rechutes, ou bien les récidives. D'accord? Tout en sachant que la différence entre rechute et récidive, en général, les rechutes surviennent au moment où vous faites le traitement, alors que le récidive, c'est secondairement, après l'arrêt du traitement ou à distance. Et au pire des cas, on peut avoir le décès. Et le décès, c'est soit par des complications sévères, type infectieuse, ou bien type hémorragique, ou bien métabolique, avec le syndrome de Leigh tumorale. Alors, le diagnostic de retentissement, il faut l'enlever si vous faites un plan signe. Par contre, si vous faites un plan diagnostic, vous le maintenez. Donc, c'est à vous de voir. Donc, moi, je vous ferai mes inputs en fonction du plan que vous aurez choisi. Alors, le diagnostic différentiel, je l'ai déjà dit en passant. Alors, quelque part, j'ai vu dans le diagnostic différentiel, vous dites blast inférieur à 20%. Là, j'ai dit pourquoi blast inférieur à 20%. Donc, si blast est inférieur à 20%, on n'est plus dans les leucémies, c'est vrai. On peut être dans des lymphomes. Et ce qui fait la différence entre leucémie et lymphome, c'est cela. Tout à l'heure, on vous a donné l'exemple du malade principal. Et je vous disais peut-être qu'il était en train de faire un lymphome qui s'est secondairement leucémisé. C'est un peu la différence. Donc, quand on dit blast supérieur à 20%, on ferme les yeux, on dit leucémie. Par contre, si on a des adénopathies chez un enfant qui présente tout un syndrome tumoral, mais dont le taux de blast ne fait pas 20%, là, on peut dire lymphome avec envahissement médulaire. Et peut-être l'enfant de principal avait commencé par cela, et après, le lymphome, c'est leucémisé. Alors, le diagnostic différentiel, pardon, étiologie, il faut dire facteur étiologique. Je ne sais plus, hein, peut-être que vous avez dit facteur étiologique, mais je n'ai pas bien vu. Il n'y a pas de cause connue des cancers. Il y a des suspicions de cause. Donc, on dit facteur étiologique. Et ces facteurs, il faut les systématiser. Par exemple, vous avez parlé de causes génétiques. Ensuite, vous avez parlé de causes immunologiques. Alors que, aussi bien les causes génétiques que immunologiques sont des causes constitutionnelles. Donc, vous regroupez ces deux-là, vous dites les causes constitutionnelles. Donc, vous dites aberration chromosomique, par exemple, parce que parfois, vous avez des enfants qui ont des aberrations chromosomiques et qui secondairement développent des hémopathies. C'est essentiellement le cas de la trisomie 21. Les enfants présentent souvent des leucémies aiguës myéloblastiques au cours de l'évolution, ou même des lymphomes. Ensuite, vous dites les déficits immunitaires constitutionnels. Et vous citez syndrome de Wiskott-Aldrich.